Bonsoir et merci de nous rejoindre sur KTO pour ce mardi des Bernardins, enregistré comme toujours en public. De quel avenir peuvent encore rêver les étudiants des filières littéraires universitaires, ces filières appelées autrefois les humanités? Au sein du paysage universitaire français, le cadre des études de lettres et de sciences humaines est peut-être l'un des plus préoccupants. Avec nos invités, nous tenterons de comprendre pourquoi. Dans cette émission de 52 minutes, il sera aussi question des problèmes soulevés en janvier 2009 par la réforme de la formation des professeurs. L'une des revendications les plus fortement exprimées était le retrait pur et simple de la masterisation. Nous essaierons de comprendre pourquoi et comment cette masterisation finalement a joué comme un véritable élément déclencheur de la mobilisation des enseignants-chercheurs lors du premier trimestre de 2009. Enfin, il s'agira d'élargir le champ de la réflexion afin de poser quelques questions autour du thème des universités. Faut-il redéfinir une géographie des universités? Doit-on ou non sélectionner les bacheliers désireux d'y entrer? Enfin, la logique de la performance est-elle adaptable aux objectifs des étudiants et des enseignants des matières littéraires? Pour en débattre, trois invités que je vous présente tout de suite. Émilie Tardivelle, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de Lettrage. Lettrage, c'est une agence spécialisée dans l'accompagnement de professionnels de la culture et de la communication. Vous êtes également professeur à la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris. Vous enseignez également à la Sorbonne dans le master professionnel conseil éditorial au sein de l'UFR de philosophie et de sociologie. Tristan Lecoq, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes inspecteur général de l'éducation nationale et également professeur des universités associé à l'université de Paris-Sorbonne. Donc vous êtes professeur d'histoire contemporaine. Vous avez également travaillé 2 ans auprès du Premier ministre Dominique de Villepin comme conseiller pour l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche. Enfin, vous avez par ailleurs assumé pendant 6 ans les responsabilités de maire adjoint de la ville du Havre. À vos côtés, Éric Méchoulan, bonsoir. Vous êtes professeur au département d'études françaises de l'Université de Montréal et aussi directeur de programme au Collège international de philosophie de Paris. Alors, Émilie Tardivelle, je vais commencer par m'adresser à vous. Pourquoi, selon vous, parle-t-on de mauvaise situation des humanités? Et puis, peut-on parler finalement d'une crise de l'abstraction au sein même du public des universités? Alors, je dirais effectivement que le cas des études de lettres et de sciences humaines est l'un des cas les plus préoccupants. On voit bien qu'il y a une baisse générale des inscriptions à l'université, mais cette baisse affecte tout particulièrement les filières littéraires au profit des filières économiques avant tout, et un peu moins des filières scientifiques qui, elles aussi, connaissent des difficultés. Et ceci vaut à la fois pour le supérieur et pour le secondaire. Donc doit-on y voir une crise de l'abstraction? Là, je dirais qu'il ne faut pas prendre l'effet pour la cause. Et je dirais qu'il faut plutôt voir que les parents sont des gens plutôt inquiets pour l'avenir de leurs enfants et donc ils vont les orienter vers des filières qui proposent le maximum de débouchés professionnels. D'où le véritable problème, la véritable question qui est de savoir pourquoi aujourd'hui, plus qu'hier, les filières littéraires sont frappées de discrédit sur le marché du travail. Donc, malgré les tentatives, il faut bien le dire, ces dernières années, pour rapprocher ces filières de lettres et de sciences humaines des entreprises, avec notamment l'opération Phoenix depuis 2007. Pour répondre à ces questions... L'opération Phoenix, on peut peut-être rappeler ce qu'est l'opération Phoenix. Donc, en 2007, ça vient de l'initiative d'un des associés de PricewaterhouseCoopers, je crois, si ma mémoire est bonne, qui... Bernard Deforge, qui était professeur de lettres classiques et ancien doyen aussi de l'université de Caen et qui est actuellement associé chez PricewaterhouseCoopers. Et l'idée était en fait dans cette opération d'offrir la possibilité à des étudiants de master de recherche des universités partenaires, donc avant tout des universités parisiennes, donc la possibilité de postuler dans les entreprises partenaires. Donc les entreprises partenaires, il y avait bien sûr PricewaterhouseCoopers, il y avait Renault, il y a Renault, la Société Générale et d'autres types de sociétés.
et donc d'offrir la possibilité donc à ces étudiants de master de recherche de postuler pour des postes en CDI au niveau cadre, moyennant une formation en alternance de 350 heures. Voilà. Et donc, je crois, sur 3 ans, il y a à peu près une centaine d'étudiants qui ont été embauchés sous cette modalité. Alors là, on s'oriente plutôt vers le sujet déjà de la professionnalisation qu'on abordera bien plus tard dans l'émission. Mais j'aimerais, Tristan Lecoq, que vous réagissiez à cette première question sur cette mauvaise situation des humanités. Oui. Est-ce que c'est une réalité ? Deux séries de remarques, si vous voulez bien. Première série de remarques sur ce qu'il est convenu d'appeler la crise des sciences humaines et sociales. Il faut d'abord rappeler que nous nous intéressons ce soir à l'université. Il y a à peu près 2 200 000 étudiants en France. Il y en a 1 300 000 à peu près à l'université. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant ? C'est parce que c'est à l'université que se concentrent les étudiants en sciences humaines et sociales. Si on y agrège les étudiants en droit et en sciences politiques, on arrive à quelque chose comme 750 000 étudiants sur 1 300 000. C'est-à-dire plus de la moitié des étudiants des universités françaises sont engagés dans des filières de lettres, de sciences humaines, de langue, de droit, de sciences politiques, comme les disciplines que vous enseignez. Il n'est donc pas étonnant que ce soit à l'université que se concentrent et les questions, et peut-être les difficultés, et peut-être aussi le malaise. Deuxième série de remarques, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Valérie Pécresse, a confié à notre collègue le professeur Morel, appuyé sur un conseil qui a réfléchi pendant plusieurs mois sur les sciences humaines et sociales, et dont le rapporteur, mon collègue, le professeur Edouard Husson, est bien connu de cette maison, et qui a rendu toute une série de rapports qui mettent à mal, il faut le reconnaître, un certain nombre d'idées reçues sur les sciences humaines et sociales. Premier point sur la prétendue baisse du nombre d'inscrits dans les sciences humaines et sociales. Elle est d'environ 1% par an depuis 10 ans. Alors certes, ça peut être préoccupant, mais ça fait 10% depuis 10 ans, à comparer avec les études scientifiques, sciences exactes ou sciences appliquées, qui sont dans une situation, à la vie, beaucoup plus difficile à l'université. Je ne parle pas évidemment des études d'ingénieurs intégrées, des 70 écoles d'ingénieurs qui sont intégrées dans les universités françaises. Deuxième remarque, on a réalisé une étude sur le chômage des licenciés. Licence de lettres, d'histoire, de droit. La moyenne nationale des chômeurs licenciés au bout d'1 an ou 2 ans de diplôme est de 7,5%. On pourrait penser que c'est beaucoup, mais c'est un chiffre que je laisse à votre appréciation. La moyenne des chômeurs, des licenciés de lettres ou de sciences humaines chômeurs est de 8,4%. C'est un différentiel qui est de moins d'1%. Je le laisse aussi à votre appréciation. Le deuxième élément, et j'en terminerai là-dessus, et qui, alors là, mérite, pour miroiter avec ce que disait ma collègue, avec ce que vous disiez vous-même, mérite peut-être d'être creusé, c'est que, encore trop souvent, les étudiants qui s'engagent dans des études de sciences humaines et sociales le font avec en point d'arrivée, en ligne de mire, si vous me permettez cette expression, la fonction publique d'État, qui, dans certaines sections, absorbe jusqu'à 55, 60 ou 65% des licenciés. Or, il y a bien d'autres choses à faire quand on fait des études de sciences humaines et sociales. Sur cette idée de la mauvaise situation de cette filière, Éric Michoulon, comment réagissez-vous à votre tour ? J'aurais tendance à essayer d'élargir un petit peu la question. L'université n'existe pas toute seule dans son coin, et le malaise qui la toucherait ne paraît pas très spécifique à ce qui se joue à l'intérieur de l'université. Il y a toute une série de problèmes sur lesquels je suis sûr on aura l'occasion de discuter, mais il me semble que c'est autrement qu'il faut essayer de penser le problème. La difficulté que l'on a avec les filières de sciences humaines, ou généralement ce qu'on pourrait dire les filières relevant de la culture,
c'est que c'est justement la notion même de culture, le sens de ce que nous appelons culture aujourd'hui, qui est largement mise en cause depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. C'est pour ça que il me semble que c'est pas l'université simplement qui est là comme le lieu d'un malaise particulier. Elle est probablement l'effet, le reflet, l'écho et parfois la caisse de résonance de toute une série de problèmes qui touchent en fait l'ensemble de ce que nous appelons culture. Et comme il se trouve que l'université, si on refait un peu d'histoire, si mon collègue me permet d'empiéter un petit peu sur son terrain, oui. Merci. Cette histoire qui est tout à fait essentielle à faire de l'université, l'université moderne, c'est pour beaucoup construite autour de la nation, de l'État et de la culture nationale que cette université était censée reproduire, performer, réalimenter, recréer au besoin, et qu'il y a une articulation très forte entre ces divers éléments. Lorsque la pratique que nous avons de la culture, le sens que nous donnons à nos existences à l'intérieur de nos cultures nationales devient de plus en plus problématique, c'est alors que des choses comme la littérature apparaît de plus en plus peut-être précaire parce que, entre autres, la littérature a eu pour fonction d'alimenter cette espèce d'imaginaire collectif national. Les littératures se sont constituées comme des littératures nationales d'abord, et elles ont été enseignées, et elles le sont toujours, encore manifestement aujourd'hui, dans ce cadre-là. Donc je crois qu'il faut essayer de replacer ce malaise ponctuel dans un malaise beaucoup plus général, qui touche, qu'on pourrait appeler, disons, une crise des significations, une crise de ce que c'est que la culture aujourd'hui. Et alors on a peut-être des moyens de à la fois comprendre pourquoi il y a des choses qui n'ont pas l'air de coller très très bien à l'université, pourquoi il y a apparemment une désaffection. Justement dans les thèmes majeurs, vous parlez de ces choses qui ne fonctionnent pas. Sur quelle chose justement souhaitez-vous insister Si la littérature n'a plus ce genre de fonction, par exemple, on comprend très bien que du coup, elle ne peut plus permettre d'être une sorte d'élément pivot central à l'intérieur d'une certaine société. Et du coup, ça ne veut pas dire du tout qu'elle disparaisse. Très loin de là, je suis persuadé que ce que nous appelons littérature, qui n'est que quelque chose de très récent dans le concept même de littérature, là aussi, un 19e siècle. Donc ce que nous appelons littérature, bien sûr, va perdurer. Ça ne veut pas dire que c'est forcément dans des UFR de littérature ou de lettres qu'on va l'étudier. Ça peut être ailleurs, ça peut être d'une autre manière. Je crois qu'il y a donc des remodélisations, des remembrements disciplinaires qui me paraissent tout à fait importants. Voilà, justement, j'aimerais bien donner la parole à Tristan Lecoq sur ces réformes aussi, finalement, et ces remodélisations. Oui, avant de dire ce que vous avez envie que vous disiez. Je voudrais revenir sur ce que vient de dire mon collègue pour, par un espèce de parallélisme des formes, évoquer la discipline historique qui est dans la même situation que dans le fond, l'étude des lettres. La constitution de l'histoire comme une discipline universitaire est quelque chose de relativement récent, puisqu'elle date, dans le fond, du dernier tiers du XIXe siècle. L'histoire s'est constituée en France, comme en Allemagne au même moment d'ailleurs, comme une discipline scientifique. C'était le premier point, avec une rigueur, une méthode, toute une série de procédures qui la distinguaient de la littérature. Et ça s'est créé comme ça pour se distinguer d'ailleurs de la littérature. La deuxième chose, c'était une espèce de roman de l'histoire nationale, avec des finalités politiques qui étaient extrêmement claires, et notamment une fonction de récit qui était extrêmement fort, et qu'on a peut-être un peu oublié. Et puis la troisième chose, c'est qu'il s'agissait aussi de former à la réflexion et d'assumer un héritage qui était un héritage républicain, assez spécifiquement français. Ça a fonctionné bon an, mal an, jusqu'aux années 50 ou 60, ou sous l'influence d'autres disciplines d'ailleurs, comme je pense par exemple à la linguistique ou évidemment à l'économie dès l'entre-deux-guerres. La discipline historique s'est morcelée, c'est un peu atomisé, et aujourd'hui
la question de l'utilité sociale des disciplines. Et c'est vrai en lettres, et c'est vrai aussi en philosophie, est une question qui est de plus en plus posée. À quoi sert de faire des études d'histoire, de philosophie, de sciences politiques ou même de lettres, alors même que ces disciplines, d'une part, ont eu des difficultés à réfléchir sur elles-mêmes, il faut le reconnaître, c'est le cas en tout cas de l'histoire, aussi bien dans l'enseignement secondaire que dans l'enseignement supérieur, malgré des textes, malgré des progrès, malgré toute une série de recherches très fortes qui se font à l'université ou ailleurs, et puis peut-être aussi parce que la nation, ou tout au moins ou la République, ou l'État, ne s'appuie plus autant qu'il l'a fait sur ces disciplines pour créer du sens et dans le fond emmener les populations, les citoyens vers un objectif. Alors Tristan Lecoq, quand nous avons préparé cette émission, vous avez attiré mon attention sur la question des territoires. Et je crois que c'est une question très importante. Il y aura, et il y a déjà aujourd'hui, une redéfinition de la géographie universitaire. Elle est en ligne de mire. Et à terme, la suppression également de certaines universités. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur cette redéfinition géographique ? Oui. Je crois qu'il faut, en étant évidemment un peu synthétique, au risque d'être un tout petit peu caricatural, je crois qu'il faut d'abord commencer par dire que dans les 5 dernières années, le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche en France s'est mis en mouvement. D'ailleurs, le fait qu'il soit mis en mouvement a créé lui-même des mouvements, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais entre la loi organique sur les lois de finances, la loi sur l'avenir de l'école de 2005, la loi recherche de 2006, la loi sur les libertés et responsabilités des universités de 2007 et les initiatives de Valérie Pécresse, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, c'est un ensemble de phénomènes qui ont mis en mouvement l'université française. J'ajoute aussi que depuis 3 ans, les sommes considérables que le gouvernement a consacrées à l'enseignement supérieur et la recherche ont permis d'accompagner ce travail. Mais pour l'essentiel, de quoi s'agit-il ? On a vécu jusqu'aux années 60 avec, dans le fond, un système où il y avait entre 15 et une quinzaine et une vingtaine d'universités. En France, je veux dire des universités de plein exercice. Après la fin des années 60, début des années 70, on a connu un mouvement de démocratisation et un premier mouvement de massification qui s'est amplifié dans les années 80 à 90 d'un mouvement de massification. Cette fois, c'est pas tout à fait la même chose que la démocratisation. Et les territoires de l'université ont complètement changé. Il y a aujourd'hui 85 universités de plein exercice, plus 3 universités de technologie. Pour vous donner un exemple, la distance qui sépare aujourd'hui 2 implantations universitaires est la même que celle qui séparait 2 lycées il y a une trentaine d'années. Donc il y a un maillage sur le territoire national, un maillage universitaire, où, il faut le reconnaître aussi, les logiques d'aménagement du territoire et les logiques politiques n'ont pas toujours rencontré les logiques de l'excellence scientifique ou du travail des universitaires. Ce qui signifie que parler aujourd'hui d'université au singulier est quelque chose de difficile. Vous avez des situations qui sont complètement différentes dans les universités françaises. Il y a à peu près 50% des étudiants en France qui sont en L1, L2, L3, les 3 premières années de licence, si vous préférez, 50%. Eh bien, vous avez des universités qui ont quelque chose comme 80 ou 90% de leurs étudiants qui sont en L. À l'inverse, vous avez des universités qui ont 30, 35 ou 40% de leurs étudiants qui sont en doctorat. Comment voulez-vous les comparer ? Donc on a à la fois une extension sur le territoire, un maillage territorial de l'enseignement supérieur et de la recherche qui est devenu extrêmement important, et on a en même temps des situations universitaires qui sont tout à fait différentes. Et à quel mouvement assistons-nous depuis quelques années ? À un mouvement de ce qu'on pourrait appeler, pour faire un peu, si je suis un tout petit peu pédant, de polarisation, c'est-à-dire en fait de regroupement autour de pôles de recherche et d'enseignement supérieur, et qui vise à terme évidemment à recréer une autre géographie. J'observe d'ailleurs qu'il ne s'agit pas d'un mouvement spécifiquement français, puisque c'est un mouvement qu'on voit à l'œuvre dans d'autres pays. Je pense en particulier, à l'Allemagne, mais je pense aussi à certains pays d'Amérique latine. Alors ce mouvement, il suscite évidemment des craintes chez les enseignants-chercheurs, chez les étudiants également. Je ne sais pas, Émilie Tardivelle ou Éric Michoulon, peut-être Émilie, ça fait un... Moi, je voulais revenir sur le sens de cette polarisation, comme vous l'appelez. Quand même, le sens, c'est le rapprochement des universités et des grandes écoles. Ça veut dire quoi ?
quoi. Ça veut dire que c'est aussi le sens de la réforme, qui est de dire il faut qu'on rende les universités plus qualitatives, peut-être pas plus sélectives, mais plus qualitatives et plus ouvertes sur le monde professionnel. Et d'un autre côté, rendre les grandes écoles plus ouvertes sur la recherche. Et donc, cette redéfinition géographique va permettre quand même un décloisonnement des universités, car l'isolement des universités était en grande partie à l'origine du manque de reconnaissance du diplôme qu'elles délivrent. Et je dirais que donc cette redéfinition géographique est à la fois souhaitable pour le décloisonnement des universités, mais est aussi souhaitable, je pense, du point de vue des étudiants qui pourront beaucoup plus facilement passer en fait d'une filière à l'autre, ou d'une université à l'autre, ou d'une université à une grande école, et réciproquement. Donc je pense que, en tout cas, de mon point de vue, elle est doublement souhaitable. Le seul aspect problématique que je verrais à cette redéfinition géographique et cette création de campus, c'est qu'elle va se faire, cette redéfinition, donc à l'extérieur des villes. Et donc ça va poser, je pense, un problème sociologique fort pour nos villes, puisqu'il y aurait beaucoup moins de population étudiante, et donc peut-être moins de dynamisme, et des villes qui vont, devenir, plus chères aussi. Qu'avant. Donc pour moi, en tout cas, l'aspect le plus problématique est un aspect sociologique, mais pas un aspect scientifique. Éric Méchoulan. Oui, il me semble quand même que ce qu'il faudrait essayer de se demander, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière cette polarisation. Est-ce que c'est simplement l'idée que on va essayer de faire en sorte que les universités apparemment isolées les unes des autres puissent se connecter, assurer des lieux de passage, etc. Mais comme mon collègue vient de le dire, le maillage est très important, donc j'ai a priori un peu de mal à comprendre pourquoi elles sont si isolées si il y a très peu de distance qui les sépare les unes des autres. Mais surtout, il me semble que la logique de cette question de la polarisation des pôles de recherche et d'enseignement, c'est essentiellement une logique qui vient de classements dans lesquels, en particulier le fameux classement de Shanghai, qui est un classement, pour le dire rapidement, fait chaque année des meilleures universités en fonction de certains critères extraordinairement contestables, dont un des critères, oui, mais dont on étend la logique à peu près toutes les universités, et donc du coup on est tous pris dans cette évaluation-là. Et un des critères, par exemple, à côté des prix Nobel ou des choses comme ça, ou des médailles Fields, c'est la taille, le nombre d'étudiants et le nombre de professeurs pour le nombre d'étudiants. Autrement dit, on conçoit quelque part que des petites universités où quelques dizaines ou quelques centaines de professeurs se retrouvent pour quelques milliers d'étudiants, soient d'office, en fait, carrément disqualifiés dans ce genre de classement. Et que la logique du pôle, c'est aussi une logique qui répond à ces critères d'évaluation globaux, qui fait en sorte que tout à coup, on se retrouve avec la nécessité apparente d'avoir quelque chose qui ressemble à une taille à peu près gigantesque. En fait, pour être dans les meilleurs du classement de Shanghai, il faut au moins avoir quelque chose comme 25 000 étudiants. En dessous de ça, vous avez déjà beaucoup de points en moins. Donc c'est aussi quelque chose comme ça dont il faut tenir compte. Alors j'aimerais qu'on revienne sur l'utilité sociale également de ces universités de proximité. Je sais que c'est un thème auquel vous tenez également, Tristan Lecoq. Alors, ce que je retiens dans le fond, les trois interventions se complètent sur le plan de la politique universitaire, si je puis dire, sur le plan du questionnement. En fait, je crois qu'il ne faut pas penser le système universitaire comme la pyramide de mépris de Saint-Simon, mais je crois qu'il faut penser le système universitaire comme la coexistence de plusieurs sous-systèmes à l'intérieur d'un système d'enseignement supérieur. Il est évident que l'idée d'avoir une dizaine, une douzaine de pôles d'excellence qui sont tirés en fait par les écoles doctorales, parce que qu'est-ce qu'on rassemble dans les pôles de recherche, si ce n'est les écoles doctorales? C'est ce qu'on a fait à Lyon avec l'école normale supérieure, Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, les écoles d'ingénieurs. C'est ce qu'on fait à Toulouse, c'est ce qu'on fait à Rennes, c'est ce qu'on essaie de faire à Lille, à Aix, à Bordeaux. Strasbourg, c'est un cas un peu particulier parce qu'il est une fusion, c'est pas un pôle de recherche.
recherche. Et donc, on voit bien que subsisteront peut-être une dizaine ou une quinzaine d'universités de taille internationale aptes à résister et à marquer des points dans la concurrence mondiale que se livrent les systèmes éducatifs, parce que c'est aussi ça la réalité des choses. En Allemagne, il y a une centaine d'universités. Le plan Initiative Excellence en prévoit une dizaine ou une quinzaine à raison des 10 ans que nous connaissons depuis 2 ou 3 ans, c'est-à-dire d'ici 7 ans à peu près. Pour autant, il faut aussi imaginer notre pays avec des universités intermédiaires, lesquelles auront leur place dans la recherche, toute leur place dans la recherche et dans la formation des étudiants, bien évidemment, à condition qu'elles soient là aussi intégrées et tirées en quelque sorte par ces systèmes. Et puis il faut aussi penser à ces universités de proximité auxquelles vous faites allusion. Ces universités de proximité, qui sont des universités de quelques milliers d'étudiants et de quelques centaines de professeurs, qui ont un certain nombre d'avantages. Vous parliez du risque des campus délocalisés. Moi, je n'y crois pas trop pour avoir regardé ce qui se passe à Lyon, à Strasbourg, à Lille ou à Toulouse. En tout cas, la ministre de l'Enseignement supérieur a la même préoccupation que vous sur le fait que la centralité universitaire est un des éléments extrêmement importants, qui n'est pas facile en France, parce que ça nous différencie des villes britanniques, par exemple, ou américaines ou allemandes, mais enfin qui est extrêmement important. Parmi les critères de ces universités de proximité, il y a aussi le fait, pour les étudiants, y compris les étudiants moins fortunés, qui sont quand même l'immense majorité des étudiants, de pouvoir se loger, le cas échéant de rester proche de leur famille. Pour les collectivités territoriales, il y a aussi l'idée d'avoir, j'ai été maire adjoint du Havre, d'avoir une université qui irrigue le tissu économique et qui joue un rôle de valorisation très fort sur le plan politique. Il faut absolument pas le nier. Et puis, c'est un point auquel l'inspecteur général que je suis est évidemment attaché. Ces universités de proximité ou ces universités de taille moyenne ont une relation avec l'enseignement secondaire qui est infiniment meilleure, la plupart du temps, à celle que peuvent avoir les grandes universités. Or, l'articulation entre le secondaire et le supérieur, d'une part, l'attention portée à la question sociale. Ces universités de proximité ont un nombre de boursiers, en pourcentage, qui est très supérieur à la moyenne nationale. Se fait aussi, quelquefois, il faut bien le dire, aux dépens de la mobilité internationale des étudiants, puisque leur mobilité internationale est 2 fois à 3 fois inférieure à celle des grandes universités. Et donc, on voit bien se dessiner des systèmes qui sont des systèmes complexes, où chacun, bien évidemment, devra trouver sa place. Je veux dire, il n'y a guère qu'en France, quand on voyage un peu à l'étranger, il n'y a guère qu'en France qu'on a, pour des universités de taille moyenne, une espèce de façon de regarder les choses avec un peu de distance. Je crois que c'est une très très grave erreur. La relation taille-efficacité, taille-enseignement, taille-recherche est une relation qui mérite véritablement d'être discutée. J'aimerais bien qu'on revienne sur cette idée de continuum entre justement les études secondaires et les études universitaires, parce que ça va être également un sujet fort et peut-être des mises en place futures. Émilie Tardivelle ou Éric Méchoulan peut-être. Je peux au moins évoquer le cas du Québec, qui est relativement intéressant de ce point de vue-là, dans la mesure où, une fois que l'enseignement tel que nous le connaissons aujourd'hui en France est à peu près le même au Québec avec ce qu'on appelait les collèges classiques, donc des collèges privés en général tenus souvent par les jésuites, parfois par des dominicains, etc. Et dans ce cadre-là, une fois qu'on est sorti de ce système-là, ce qui a été inventé, c'est un modèle relativement anglo-saxon, assez proche des colleges, où le secondaire en fait s'arrête à ce qui correspondrait à peu près à la seconde en France, et ce qui correspondrait à la première terminale est en fait ce qu'on appelle des collèges d'enseignement général et professionnel, où on peut avoir soit une formation qui reste une formation pluridisciplinaire assez large, avec des orientations plutôt scientifiques, plutôt littéraires ou autres, et parfois des orientations plus professionnalisantes, mais qui restent pluridisciplinaires néanmoins pendant ces 2 années-là. Et une fois que les étudiants réussissent leurs examens finaux, ils peuvent aller à l'université. C'est donc une sorte de registre un peu intermédiaire qui retravaille au niveau de ce qui serait la première terminale ici, d'une autre façon,
une manière de donner aux étudiants un lieu de passage, en quelque sorte, entre le secondaire proprement parlé et l'université. C'est quelque chose, en effet, qui est important. Les universités, après, on a des universités de province. Si on reste un petit peu dans des problèmes de territoire et de localisation, évidemment, le Québec est très grand, beaucoup plus grand que la France, et beaucoup moins peuplé. Donc le maillage est très très différent à ce niveau-là. Mais on a beaucoup d'universités dans la province, hors Montréal et hors Québec, qui sont les deux grandes villes. Ces universités, il est systématique en fait d'essayer d'en faire aussi des universités de recherche et des universités qui ont des maîtrises et des doctorats. Et le risque, évidemment, des petites universités qui peut-être seraient tirées par le grand moteur ou la grande mécanique de la très grosse université du pôle de recherche et d'enseignement, le risque, c'est que, me semble-t-il, ceux qui sont pour le moment encore des enseignants-chercheurs soient simplement des enseignants de premier cycle et que du coup, tout un pan de la recherche ne se fasse plus, que toute l'irrigation de l'enseignement par la recherche de ces enseignants-chercheurs ne soit plus aussi évidente, que peut-être les meilleurs de ces enseignants-chercheurs essayent désespérément d'aller dans les lieux où il y a des thésards avec lesquels ils peuvent travailler, etc. C'est quand même un risque très évident. Aujourd'hui, chez les universitaires français, on a pu le lire d'ailleurs dans la presse au premier trimestre 2009, justement. Est-ce que c'est une crainte justifiée, Tristan Lecoq ? Alors là, on est au cœur d'un sujet complètement capital, qui est l'articulation du secondaire et du supérieur. Articulation qui n'est pas facile chez nous, qui évidemment est pratiquée par nos deux ministères d'exercice, de part et d'autre de la ligne bleue du baccalauréat, si vous me permettez cette expression. À quoi avons-nous assisté dans les dernières années ? À une modification considérable de nos publics, je veux dire de nos étudiants. Les étudiants de premier cycle aujourd'hui ne ressemblent pas aux étudiants d'il y a 15 ans ou 20 ans. Il faut simplement en tenir compte. Ils sont ni meilleurs ni pires, ils sont simplement différents. Ils ont des approches différentes, ils ont des cultures différentes, ils ont des modes d'expression différents. Nous devons, pour ce faire, avoir une pédagogie différenciée. Dans les 3 premières années de l'université, c'est là que l'innovation pédagogique doit véritablement être exercée. C'est ce que dit d'ailleurs le rapport de mes collègues, les professeurs Morel et Husson. C'était l'objet du plan licence de Valérie Pécresse. On ne peut plus aujourd'hui enseigner en premier cycle dans les universités comme on enseignait autrefois. La pédagogie n'a évidemment plus rien à voir. D'ailleurs, dans les 3 premières années de l'université, la part de la recherche effectuée par les étudiants est, pardonnez-moi, dérisoire. La véritable recherche commence à partir du M1. En L3, on commence peut-être à sensibiliser à la recherche, mais pas avant. Et donc toute la question est d'avoir des enseignants-chercheurs qui soient capables, parce que c'est leur devoir d'État, d'enseigner à des étudiants de première, de deuxième et de troisième année, tout en sachant qu'ils ne leur feront pas faire de la recherche, mais tout en étant capables d'innerver ce cours avec la recherche qu'ils auront faite ailleurs. Ce qui suppose évidemment d'avoir une autre gestion des carrières de ces enseignants-chercheurs, une autre approche, probablement un autre accompagnement aussi. Ça, à mon avis, c'est le point absolument central. Le deuxième point, dans l'articulation du secondaire et du supérieur, c'est ce qui se passe. Le modèle québécois est intéressant. Le modèle américain, qui est pas très loin du modèle québécois, qui dans le fond, vous savez qu'aux États-Unis, on a le bac avec 1 an de moins qu'en France, mais la licence dure 1 an de plus. Et il y a des systèmes par parenthèse, l'enseignement secondaire aux États-Unis est à 70% en public, il faut le rappeler de temps en temps, y compris ici en France. Il y a des systèmes fluides qui permettent de passer, un peu comme au Québec, d'un établissement d'enseignement secondaire vers un collège, et puis du collège ensuite vers un établissement, vers une université de taille moyenne, puis le cas échéant vers des universités comme dans le Wisconsin par exemple, avec 2 grands pôles, Madison et Milwaukee, autour desquels gravitent des systèmes universitaires et d'enseignement secondaire intégrés. Ce qui suppose aussi peut-être de repenser les grandes césures de notre enseignement. La vraie césure de l'enseignement aujourd'hui, on le voit bien, elle est quelque part entre la première et la terminale et le L2 et le L3. C'est là que s'effectue le vrai tuilage. Eh bien, c'est aussi là qu'il faut l'effectuer, me semble-t-il, au plan pédagogique. Ça concerne au premier chef les sciences
humaine et sociale. Il est hors de question aujourd'hui, par exemple, de réformer le lycée ou d'imaginer de nouveaux programmes de lycée sans imaginer en même temps ce qui se passe dans les 3 premières années de l'université. Ce que je dis est valable en philosophie, en lettres, en langue et un peu partout. Donc on a là, avec ce questionnement sur l'articulation du secondaire et du supérieur, dans la pédagogie, dans les contenus, dans les programmes, on a là une question absolument centrale. J'en termine, parce que je vois que vous êtes hyper inquiète, vous avez hyper raison. J'en termine sur ce point en vous rappelant ou en vous tenant informé du fait que dans les systèmes universitaires, dans les systèmes d'enseignement supérieur et dans les systèmes éducatifs du monde, on a cité l'exemple du Québec, des États-Unis ou de la France, mais partout la question se pose de la même façon et avec la même acuité. Que celle de la pédagogie, l'orientation, le contenu des programmes, le contrôle, l'évaluation des systèmes, se fait à l'articulation du secondaire et du supérieur. Alors, Éric Méchoulan, vous avez prononcé le mot de professionnalisation. Émilie Tardival, vous êtes à la tête de la société Lettrage. Quel type de filière professionnalisante peut-on imaginer pour les étudiants de disciplines littéraires? Est-ce que c'est réalisable? Alors déjà, il faut déjà voir la nécessité de telles filières, c'est-à-dire qu'on ne peut pas professionnaliser les humanités, qui n'ont d'autre but que la connaissance elle-même, c'est-à-dire le fait de rendre l'homme plus humain et non pas de rendre l'homme plus opérationnel. D'accord ? Donc, mais par contre, il est possible de créer des masters professionnels au sein des départements de lettres et de sciences humaines, à la fois pour les étudiants qui ne veulent pas continuer dans la recherche ou qui n'en ont pas les capacités, ou pour ceux qui ont passé les concours de l'enseignement 1, 2 fois, 3 fois, et qui ne les ont pas eus et qui veulent rentrer sur le marché du travail. Donc, et c'est vrai que ces masters professionnels commencent à être créés au sein des départements de lettres et sciences humaines, et notamment j'enseigne donc au master professionnel conseil éditorial au sein de l'UFR de philosophie et de sociologie de l'Université Paris 4. Et donc l'idée c'est comment faire pour que des élèves finalement qui ont suivi un cursus de philosophie, même jusqu'en master de recherche, puissent être puissent découvrir des métiers, être préparés à des métiers, mais qui mettent en valeur leur parcours philosophique. Et donc là, dans le cadre de ce master de conseil éditorial, c'est vraiment un master autour du traitement et de la diffusion de l'information. Donc c'est mettre en valeur les capacités d'analyse, de synthèse, de rédaction des étudiants en philosophie et qui les prépare à des métiers souvent journalistiques, sur le papier ou sur le web. Ça signifie que le monde de l'entreprise également doit être sensibilisé et doit être un acteur. Mais oui, puisque de toute façon, ceux qui enseignent dans ce master professionnel ne sont que des professionnels. Donc les étudiants, en fait, qui viennent d'un parcours de philosophie et aussi en recherche, vont être au contact pendant 1 an de professionnels qui vont, à la fin, souvent les orienter vers des stages et les étudiants vont pouvoir transformer leurs stages en emploi. Est-ce que c'est cette démarche également que vous mettez en place à travers votre société Lettrage, ou est-ce que c'est-à-dire que dans ma société, il est vrai, donc bon, je l'ai mise en veille pendant 2 ans pour finir ma thèse de philosophie, mais donc j'ai été moi-même employeuse, notamment en 2006-2007, et donc il est vrai que j'ai recruté dans les filières littéraires. Donc ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un besoin de formation, mais que ceux qui venaient de ces filières littéraires avaient vraiment des qualités que n'avaient pas ceux venant d'autres filières. Et notamment, leur culture générale leur offre une capacité de discernement qui est extrêmement forte et je pense qui est extrêmement nécessaire pour le monde économique dans lequel on évolue. Mais ces à l'heure capacités, actuelle. justement, sont-elles reconnues aujourd'hui par le monde de l'entreprise, les gens Je vous dis, les il recruteurs? y a des opérations déjà qui sont menées, comme on parlait de l'opération Phoenix tout à l'heure, mais il faut bien dire qu'il y a un autre problème qui est, sur le marché du travail français, la force des écoles d'ingénieurs comme des écoles de commerce qui imposent un certain modèle de recrutement, que ce soit dans le recrutement public ou que ce soit dans le recrutement privé. Donc ça, il faut le dire quand même. Et souvent, ou parfois plutôt, souvent, j'aurais pas énormément d'exemples, mais en tout cas j'en ai un, ce modèle de recrutement peut être imposé par voie de décret. Je rencontrais récemment un membre du collectif national des jeunes urbanistes, et cette association s'est montée en 2009,
pour dénoncer l'éviction par décret des diplômés en urbanisme du concours d'ingénieur territorial mention urbanisme, et cela au profit des diplômés des écoles d'ingénieurs. Donc il y a aussi cette question-là, en fait. C'est-à-dire qu'il va falloir, peut-être, si on veut que les étudiants diplômés de cette, des filières littéraires, pour qu'ils aient une vraie force aussi sur le marché du travail, il va falloir qu'ils démontrent de plus aussi d'esprit de solidarité, ou alors qu'on brise un petit peu l'esprit de corps à la française. Oui. Oui, si vous permettez, Malraux avait une formule intéressante. Il disait « Je veux bannir du vocabulaire le mot hideux de province ». Moi, j'aimerais bien bannir du vocabulaire le mot de professionnalisation. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce mot est ambivalent. Il est terrible. Et il est terrible parce qu'il est polysémique, en fait. Il a des significations très, très différentes. Si professionnaliser, c'est faire converger les besoins du marché du travail, l'utilité sociale, les filières, les débouchés, les formations, c'est quelque chose d'intéressant, à mon avis, sans plus. Je considère que les études d'histoire, comme les études de philosophie, comme les études de lettres, forment des professionnels, ils forment des professionnels de leur discipline. Ils forment des professionnels de leur discipline, et le fait qu'ils soient formés dans cette discipline se suffit à soi seul. Pour prendre la discipline historique, l'analyse des textes, critique interne, critique externe, la comparaison des sources, la rigueur, la distance, les capacités d'exposition orale, les capacités d'exposition écrite, les capacités de synthèse, le modèle de la note et de la dissertation à la française. L'entreprise publique, la fonction territoriale et l'entreprise privée demandent ce type de qualité. Elles le demandent même fortement. C'est pas très compliqué de trouver un excellent ingénieur ou même un ingénieur moyen. C'est beaucoup plus compliqué de trouver aujourd'hui quelqu'un qui soit capable de rédiger une note, d'avoir cette culture générale qui, comme le dit ma collègue, donne évidemment une profondeur de champ un peu supérieure. Mais pourquoi parler de professionnalisation des études d'histoire, alors que ces études sont déjà elles-mêmes, comme de lettres, comme de philo, destinées à former des professionnels, si j'ose dire, ex opere operato. Je sais où je suis ici, donc je fais des références qui conviennent. C'est-à-dire par le fait même de l'œuvre qui sont supposés, à laquelle ils sont supposés aboutir. En revanche, dans les mentalités des employeurs, que ce soit d'ailleurs du public ou du privé, mais du privé. Et les choses changent dans le privé. Et je sens, dans ce que vous dites, je sens la même chose dans les études qui sont faites, il y a un changement qui se passe. C'est aussi de notre côté, à nous enseignants, dans l'enseignement supérieur, ou de l'enseignement secondaire, mais de l'enseignement supérieur en particulier, c'est à nous aussi de faire en sorte de montrer qu'il y a un autre avenir, dans le fond. Une partie de nos étudiants feront de la recherche, et c'est très bien. Une partie de nos étudiants seront enseignants, et c'est très bien, et je le souhaite, et je souhaite que ce soit vraiment les meilleurs, qu'ils soient très bons. Une partie fera autre chose. Ils n'auront pas démérité pour autant, et ils pourront s'appuyer sur les qualités professionnelles, que nous aurons su leur transmettre. Et ça, c'est aussi notre devoir d'État. Éric Michoulan, vous connaissez également ce qui se passe à l'étranger. Quelle approche avez-vous, justement, si je peux revenir un petit peu sur ce que vous disiez il y a un instant de l'évolution même des étudiants, qui me paraît tout à fait évidente. Le monde n'est plus exactement le même, et les étudiants qui grandissent dans ce monde, évidemment, sont tout à fait différents. Les méthodes pédagogiques, les approches, que ce soit de la littérature, de la philosophie, de l'histoire, ont elles aussi évolué. Je suis, peut-être par principe, un peu moins confiant dans les décrets, les lois pour organiser ça d'en haut. Je crois beaucoup plus que depuis une vingtaine d'années, en fait, ce sont les professeurs eux-mêmes qui ont travaillé, qui ont évolué, qui ont changé beaucoup de choses à l'intérieur même de la façon d'enseigner ces différentes disciplines. Et c'est quand même quelque chose qui est
important à rappeler pour éviter cette espèce de poncif, de corps de fonctionnaires qui essayent de s'accrocher désespérément à une tradition qui date de on ne sait plus quand. Je crois que c'est totalement faux et totalement erroné. Et c'est pas vrai en France et ça ne l'est pas non plus à l'étranger. Et pour les cas étrangers, ce qui me semble quand même assez frappant, on prend souvent le modèle anglo-saxon ici comme un modèle par excellence, que ce soit le modèle anglais et peut-être encore plus le modèle américain à bien des égards. Ce qui se passe en général dans les colleges, là je parle du premier cycle, ou à Oxford ou à Cambridge par exemple, pour prendre des modèles très proches de nous géographiquement parlant, mais peut-être un peu loin culturellement parlant, c'est des gens qui se destinent à la finance, au journalisme, à des métiers qui, a priori, ne sont pas forcément immédiatement branchés sur l'histoire ou sur les lettres. Bon, le journalisme, probablement un mauvais exemple, mais la banque et la finance, beaucoup plus, sont en général des gens qui, à Oxford ou à Cambridge, vont faire des études de, par exemple, français et géographie pendant 3 ans, ou de philologie grecque. Et ils en sortent avec, non pas bien sûr un bagage technique qui va leur servir immédiatement et de manière instrumentale, et donc en ce sens, en effet, la professionnalisation comprise comme une instrumentalisation générale des études de sciences humaines me paraît complètement loufoque et complètement contre-productive. Par contre, ils apprennent des tonnes de choses. Ils apprennent en effet des méthodes, des manières de penser, des façons de comprendre ce qui se passe autour d'eux. Et étudier la princesse de Clèves ou Pétrarque est tout aussi intéressant. Je prends ces exemples tout à fait au hasard. C'est tout aussi important et intéressant que d'étudier ce qui se passe aujourd'hui dans la sociologie des réseaux. On apprend autant. Et donc, en ce sens-là, je crois que ces études-là, loin d'être quelque chose comme ce qu'on devrait reléguer complètement dans les oubliettes de l'histoire, c'est pas parce que je disais au début que la culture a changé, que la place de la littérature ou même de la philosophie a évolué, que pour autant, ce n'est pas au contraire quelque chose qu'il ne faut pas essayer de valoriser encore plus, à la limite que ça ne l'était. Et je dirais que le grand avantage que nous avons, c'est que nous sommes avec cette évolution même du rapport à la culture que nous entretenons, que nous sommes quelque part débarrassés de la muséification de la littérature et de la muséification de la philosophie. Et que, en ce sens-là, il y a quelque chose de très avantageux, essayer de garder, bien sûr, les textes, les œuvres, les auteurs, beaucoup des méthodes de lecture que nous avons développées, mais en même temps de les faire servir à des fins qui sont relativement différentes. Non plus la promotion d'une sorte d'idéal type du parfait petit citoyen, mais on peut aller jusqu'à ce que vous disiez de l'humanité, d'une réflexion, d'un questionnement général sur l'humain ou l'inhumain, sur le rapport à l'histoire ou au passé, au présent et au futur, et ainsi de suite. Si je puis me permettre, là, regardez l'évolution dans notre pays dans l'enseignement professionnel. J'ai commencé ma carrière dans un lycée technique dans la banlieue nord du Havre. L'enseignement professionnel, l'enseignement technique, l'enseignement des sciences et techniques industrielles, des sciences techniques de gestion, a profondément changé en France dans les 10 à 15 dernières années. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on s'est aperçu que en réunissant les prescripteurs, les bailleurs, si je puis m'exprimer ainsi, les entrepreneurs, le monde économique, le monde local, les professeurs et quelquefois les parents, qu'il faut de temps en temps écouter, on avait réussi à dessiner une évolution de cet enseignement pour garder l'essentiel, c'est-à-dire, dans le fond, des éléments de culture générale, d'enseignement, de philosophie également, y compris dans ces classes, d'histoire et de géographie et de lettres, parce que c'est ce que demandaient les gens à la sortie. Et ils disaient, les entrepreneurs et les industriels disaient, mais attendez, nous allons les former. Nous allons les former avec des machines qui seront à la pointe, ou même dans les services. Laissez-nous ce métier de former ces gens, mais livrez-nous des gens
qui soit intellectuellement ouvert, intéressant, ayant le sens des choses, le respect aussi, le respect d'un certain nombre de choses, des droits, des devoirs du citoyen dans son environnement social et politique. Et ça joue aussi beaucoup cette chose. Je ne veux pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais dans le fond, nous livrons notre utilité sociale à nous trois, et de livrer à la société internationale, ou à la société française, ou à la société québécoise, canadienne, américaine, de livrer. Et ce que je dis est vrai à Tours, au Havre ou à Paris 4, de livrer des gens qui seront les plus aptes à comprendre le monde et à s'y insérer. C'est bien ça la tâche essentielle que l'on a. Et là, les humanités jouent un rôle central. Alors, il nous reste 2 minutes d'émission. Éric Méchoulan, une dernière question. Peut-on imaginer, comme au Mexique ou en Australie, des universités locales professionnalisantes d'un côté, et puis d'autres qui auraient une très forte dominante de recherche? Est-ce que ça, c'est possible de le mettre en place en France aujourd'hui? J'aurais tendance à dire hélas oui. Je crains que ce ne soit beaucoup trop facile de le faire. Je crois que s'il y a une résistance l'an dernier, c'est entre autres contre ce genre de possibilités-là. Je crois que ce serait extrêmement dommageable. Le modèle, encore une fois ici, c'est les États-Unis, avec ce qu'on appelle l'Ivy League, les grandes universités américaines, qui sont des universités en bonne partie privées, et des universités publiques un peu derrière. Mais le maillage, là aussi, on est sur un continent immense. Et ça n'a rien à voir. Et ce qu'on oublie bien souvent, c'est que ces grandes universités de recherche sont des universités qui ont des fonds de dotation qui se comptent par milliards. Harvard est à peu près aussi riche que la Jamaïque, par exemple. C'est un pays à soi tout seul. La Californie, n'en parlons pas, sauf que le système aujourd'hui s'écroule. Mais il s'écroule parce que le public ne suit plus. Parce que l'université américaine publique en Californie est en effet en train de s'écrouler complètement. C'est l'État qui n'est plus là derrière. Et je crois que ce modèle américain a beaucoup d'intérêts et d'avantages, mais on a l'air d'importer parfois des choses sans prendre l'ensemble. Or, il me semble que ce qu'on risque d'avoir, c'est le pire du système américain, parce qu'on en reprend les moins bonnes choses, et le pire du système français. Et là, on a peut-être quelque chose de problématique, y compris d'un point de vue économique. Très bien, merci. Je suis obligée de vous interrompre puisque cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie tous les trois d'y avoir participé. Je signale la parution en décembre 2008 de cette revue internationale d'éducation, le numéro 49, aux éditions du Centre international d'études pédagogiques que vous avez dirigé pendant 3 ans. Tristan Lecoq, vous venez de quitter le centre. Voilà, quel avenir pour les études en sciences humaines. C'est aussi une vision internationale sur le sujet. Et optimiste. Et optimiste. Je vous remercie donc particulièrement. Je remercie également ce soir Hélène Michon pour son aide précieuse dans la préparation de ce débat. Et puis je rappelle aux téléspectateurs de KTO qu'ils peuvent voir ou revoir tous les enregistrements sur notre site internet. La semaine prochaine, c'est mon confrère Christian de Cacré qui vous donne rendez-vous. Bonsoir.